Je désire avant tout remercier le Musée du Louvre ainsi que M. Rocco Rante et Franz Grenet pour leur invitation à présenter une communication dans le cadre de cette conférence liée à la très belle exposition Splendeur des oasis d'Ouzbékistan. Ma présentation aura besoin de l'aide de M. Grenet qui pointera les images dans la mesure où j'ai un problème de dos en ce moment. Alors, ma communication portera ici sur une partie des activités de la mission archéologique franco-ouzbèque de Sogdiane, qui a commencé ses activités en Ouzbékistan en 1989. Je parlerai ici plus particulièrement des sites archéologiques qui ont fourni une documentation sur l'Antiquité, notamment pour l'époque hellénistique, qui a été inaugurée par l'arrivée d'Alexandre. J'élargirai cependant le spectre chronologique à l'âge du fer, qui est la période à laquelle débute l'urbanisation des villes en question ici, sans pourtant négliger la période des invasions qui ont suivi la disparition des pouvoirs helléniques en Asie centrale. Les sites explorés par notre mission en Ouzbékistan, au nombre de 8, sont signalés ici en jaune. Il y a encore 2 autres sites qui sont tout près du numéro 2. Et ce n'est qu'un effet du hasard si, à une exception près, ils sont tous alignés sur une ligne verticale correspondant au méridien de Bactre. Quoi qu'il en soit, tous appartiennent à l'axe routier principal qui conduisait de Bactre à Samarcande, donc un axe routier majeur qu'Alexandre a lui-même parcouru lors de sa conquête de la Sogdiane. La première région sur laquelle se sont concentrées les activités de la mission depuis 1989 a été celle de Samarcande, à un peu plus de 300 km au nord de Bactre. Le site archéologique de la ville ancienne, qui dans l'Antiquité s'appelait Marakanda et même Zariaspa, d'après des études récentes, donc ce site porte aujourd'hui le nom d'Afrasiab. Il a été occupé à partir du VIe siècle avant notre ère jusqu'aux invasions mongoles de 1220. Et il doit donc cette grande longévité à sa position centrale dans la plaine du Zerafshan, et plus particulièrement au carrefour des routes principales entre le nord et le sud, l'est et l'ouest de l'Asie centrale, mais en même temps il était lié à un système d'irrigation très dense qui a assuré à la ville de riches revenus agricoles. C'est en raison de cet aspect de l'économie que la mission est ensuite sortie des murailles de la ville et qu'elle a élargi ses recherches au problème de l'irrigation de la plaine, souvent en association avec d'autres missions archéologiques. Cette ouverture sur le territoire s'est également matérialisée par des recherches sur des sites voisins, notamment dans les environs de la ligne steppique, que vous voyez en haut, qui marque la frontière nord de la plaine du Zerafshan. J'y reviendrai. Les principales activités de la mission se sont concentrées sur l'urbanisme de la ville elle-même, qui a été construite sur un plateau de l'Eus qui dominait le paysage environnant. Parmi les chantiers ouverts, les plus spectaculaires se concentrent dans la ville haute, la citadelle, qui regroupait dans l'Antiquité et au Moyen-Âge les monuments officiels les plus importants de la cité. Les monuments les plus accessibles lors de la fouille sont ceux des périodes finales, notamment de l'époque islamique des 8e au XIIIe siècle. La zone qui a connu la modification la plus lourde dans le temps est celle de la zone palatiale sur laquelle, au milieu du 5e siècle, les Kidarites ont élevé une plateforme artificielle, une nouvelle citadelle. Les couches les plus anciennes se situent à une grande profondeur sous le sol moderne, parfois à plus de 12 mètres de profondeur. C'est au cœur de la citadelle Kidarite que notre collègue Olga Inevatkina a découvert les ruines du palais des satrapes de l'époque achéménide. Et c'est l'endroit même où, d'après les sources grecques, Alexandre le Grand a tué son compagnon Kleitos lors d'un banquet très arrosé. Les monuments les plus accessibles des périodes antiques sont généralement les remparts, qui se trouvent en bordure du plateau urbain et qui ont été construits de manière si massive qu'ils se sont conservés dans le relief jusqu'au Moyen-Âge. Nous voyons ici une autre section des remparts antiques. Le rempart au sommet, à gauche,
est caractéristique de l'époque hellénistique. Il n'a été construit qu'au milieu du IIIe siècle avant notre ère par les Séleucides, juste avant l'abandon de la ville par les Grecs. Et cela signifie donc que les remparts achéménides, dont le rempart grec a utilisé les fondations, ces remparts achéménides ont donc survécu bien après la conquête d'Alexandre. Nous voyons ici une autre vue des remparts, une poterne qui date elle aussi de la fin de l'époque hellénistique de Samarcande. Et nous voyons ici l'état de conservation de ce rempart préservé par sa position en bordure du plateau urbain. Le seul monument non militaire de l'époque hellénistique a été découvert au-dessous des ruines de la mosquée cathédrale. Il s'agit donc ici des ruines de magasins dans lesquels étaient stockés des céréales, donc des vivres qui avaient été probablement réservés aux hommes de la garnison chargés de défendre la ville après le départ d'Alexandre, donc vers la fin du IVe ou au début du IIIe siècle avant notre ère. Comme je l'ai dit, les activités de la mission archéologique franco-ouzbèque se sont élargies à l'étude du territoire. Le premier site choisi est celui de Koktepe, où notre collègue Olga Inevatkina, dont j'ai déjà parlé, avait observé quelques années plus tôt en surface des vestiges contemporains des phases les plus anciennes d'Afrasiab. L'avantage de ce site a été que son occupation principale s'est achevée dès l'Antiquité et qu'il n'a pratiquement pas été réurbanisé au Moyen-Âge comme cela a été le cas avec Afrasiab. Ce site se présente comme un plateau, correspondant à la citadelle d'une ville de bien plus grande dimension. Si on compte la surface des remparts extérieurs, la ville devait occuper une surface d'environ 100 à 200 hectares, donc à peu près les dimensions du site d'Afrasiab. Les dimensions de la citadelle, de ce plateau, sont de 16 hectares, c'est-à-dire un peu plus que celui de la ville haute d'Afrasiab. Comme Afrasiab, ce plateau abritait des édifices monumentaux, représenté par un ensemble palatial ou proto-palatial et un complexe religieux dédié à un culte du feu sur plateforme. Cette ville a comme particularité qu'elle est antérieure à Afrasiab et qu'elle a apparemment constitué la première capitale de la Sogdiane. Et c'est elle qui est probablement mentionnée dans la géographie avestique qui date de la fin du VIe siècle sous le nom de Gava. Koktepe a perdu son statut de capitale dans le dernier tiers du VIe siècle quand Darius déplace le centre du pouvoir achéménide à Samarcande. Le site a gardé cependant une fonction essentiellement religieuse jusqu'à l'arrivée d'Alexandre. Il semble avoir été évoqué d'ailleurs chez les historiens d'Alexandre à propos de la rivalité entre ce dernier et Spitamène. Spitamène ayant été le dernier satrape sogdien qu'Alexandre avait chassé de Samarcande lors de la conquête de la ville. C'est probablement tout particulièrement à cet endroit que les historiens ont mentionné son nom de Gabaï, qui est dérivé de la Gava avestique, donc c'est le nom de Koktepe. Donc c'est à cet endroit que Spitamène semble avoir réuni sa cavalerie contre Alexandre juste avant sa défaite finale. Peu après le départ d'Alexandre, le plateau de Koktepa a été transformé en une forteresse, notamment à l'époque séleucide, qui a abrité des fermes casernes peuplées par des soldats paysans chargés de surveiller la frontière nord de la plaine contre d'éventuelles menaces nomades. Le site a cependant été abandonné comme Afrasiab assez tôt dans le IIIe siècle avant notre ère. La région a ensuite passé sous le contrôle de divers peuples d'origine nomade dont les aristocraties ont continué à contrôler les villes tout en conservant leurs pratiques funéraires ancestrales avec leur nécropole dans la périphérie et le long des grandes routes. Au 1er siècle de notre ère, l'une des ruines à forme pyramidale du plateau a été réutilisée comme sépulture d'une jeune aristocrate. C'est dans le matériel de cette tombe, qui a été miraculeusement préservé, qu'a été découvert le miroir chinois, qui est présent ici à l'exposition, et qui témoigne du rôle que le monde de la steppe a joué dans les relations entre la Chine et l'Ouest.
Cette tombe est loin d'être une trouvaille isolée, comme en témoignent de nombreuses nécropoles nomades découvertes en bordure de la plaine, notamment sur les piémonts et les espaces steppiques séparant les diverses oasis de la Sogdiane. La particularité de ces tombes est qu'à l'exception de celle de Koktépé, toutes ont été pillées très tôt. Elles ont subi très tôt, donc souvent peu de semaines après les funérailles. Elles ont subi en outre de lourds dégâts ces toutes dernières années avec la remise en culture des terres qui ont fait disparaître les tumuli. D'où le jeu de bataille navale que nous avons dû entreprendre ici pour essayer de dénicher les vestiges des fosses funéraires. Nos démarches nous ont également conduit à nous intéresser à certains monuments liés aux canaux d'irrigation. Dans le cas présent, il s'agit du site de Sangir Tepe, situé près de Charisabs, dans la plaine du Kashkadaria, à une 60aine de kilomètres au sud de Samarcande. Ce site a été riche en surprises. Il se caractérise par la présence d'un sanctuaire du feu, contemporain de celui de Koktépé, mais ici, ce sanctuaire est matérialisé par un temple couvert, que vous voyez ici en bleu, dont on n'a pas trouvé de parallèle à Koktépé. Par sa structure, le sanctuaire présente des caractéristiques très proches de celles que l'on trouve chez les historiens d'Alexandre, et on peut se demander si ce sanctuaire de Sangir Tepe n'a pas été le lieu de capture de Bessos, l'assassin de Darius III, donc le dernier roi achéménide, d'après les sources, on sait que les Macédoniens l'avaient capturé dans la région. Je passe rapidement sur ce château de Kindikli Tepe, situé sur le canal du Bulungur au nord de Samarcande. Il a été bâti à l'époque kidarite, donc au même moment que la citadelle d'Afrasiab, pour contrôler la distribution de l'eau dans la partie nord de la plaine du Zerafshan. Ces découvertes sur le territoire sogdien étant rapidement présentées, j'en viens à Derbent, un des sites qui a la particularité d'avoir déclenché une série de réflexions nouvelles sur la géographie antique, notamment sur le problème de la route suivie par Alexandre au moment de sa conquête. Et je parlerai également des développements concernant les frontières naturelles ou les frontières administratives entre satrapies et les provinces secondaires. La géographie de la région a été, pour les historiens de l'Antiquité, une source d'incertitude et de confusion générale, au point qu'on ne perçoit presque pas de correspondance entre des cartes anciennes comme celle de Ptolémée, qui est illustrée ici, et la réalité du terrain. Les erreurs les plus manifestes concernent les fleuves centra-asiatiques comme l'Oxus et l'Iaxart, c'est-à-dire l'Amoudaria et le Sirdaria, que les anciens pensaient liés à la mer Caspienne. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que les cartographes finissent par découvrir l'existence de la mer d'Aral. Cette géographie est si confuse que je me limiterai ici à souligner que Samarcande est, chez Ptolémée, représentée à 3 endroits différents, sous 3 appellations différentes, et même pas le long du Polytimètre, le fleuve du Zerafshan, près duquel est située Samarcande. Le problème est le même avec Aïranoum, qui a été positionné sous 3 noms différents, à 3 endroits différents de la Bactriane. Derbent, que je viens d'évoquer, est lié à un passage resserré, connu sous le nom de Porte de Fer. Ce lieu constitue à la fois un verrou et un passage obligé entre le sud et le nord de l'Asie centrale, sur la route entre Bactre et Samarcande. C'est là, dans la seule dépression qui permettait de circuler en toute saison entre les 2 régions, que dans les années 80 a été découverte une grande muraille qui barrait le passage d'une montagne à l'autre. On voit ici une vue de cette muraille que nous avons explorée et dont nous avons dressé un relevé topographique dans les années 90. Cette muraille a été bâtie en briques crues par les Grecs, plus précisément par le roi Eutydème Ier, vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire bien après Alexandre. Les vestiges ici sont en jaune, sous la lettre H. Et la muraille a été ensuite reconstruite partiellement en pierre, sous les couchants, les successeurs des Grecs dans la plaine de l'Oxus, et donc leur territoire couvrant le nord de l'Afghanistan et le sud de l'Ouzbékistan. Donc cette muraille est ici en orange. En ce qui concerne cette dernière période,
qui est contemporaine de l'Empire romain, donc après notre ère, cette muraille a constitué la frontière politique réelle entre l'Empire couchant, qui s'étendait jusqu'à l'Inde, et ce qu'on désigne par confédération Kangyu, qui réunissait des peuples nomades qui, depuis le début de notre ère, ont contrôlé le nord de la Sogdiane. Donc, ils contrôlaient Samarcande et Koktepe avec la princesse dont j'ai parlé avant. La présence de tours appliquées sur la façade ouest de la muraille permet de prouver que ce dispositif a été bâti par les Couchants contre leurs voisins Kangyu. Cette muraille, initialement construite par les Grecs, a été remise en fonction à plusieurs reprises, donc outre la période Kouchane, également au Haut Moyen-Âge, où on a construit un petit fortin qui devait contrôler la porte qui était ouverte dans la muraille. Cette muraille n'est pas le seul dispositif que les Grecs aient construit, mais elle était associée à des fortins et à des forteresses comme celle d'Uzundara, construite au sommet de la montagne à une demi-douzaine de kilomètres au sud de la muraille de Derbent. Ce site exceptionnel a fourni de riches découvertes, non seulement en céramique, mais également en objets grecs, et avec un très large échantillon de monnaies essentiellement gréco-bactriennes. Cette muraille ainsi que les fortins grecs nous ont conduit à nous poser des questions sur leur fonction. À quel type de frontière avons-nous affaire ici ? Et quel est le rôle que ce verrou a joué à l'époque d'Alexandre ? La problématique a débuté au XIXe siècle, quand les premiers grands historiens modernes de la vie d'Alexandre ont commencé à analyser la route qu'il avait suivie en Asie centrale. Leurs recherches les ont alors conduits à se demander si ce n'est pas dans la chaîne de Issar, dans laquelle se situent ces portes de fer, qu'il faudrait situer la frontière entre la Bactriane et la Sogdiane, ce qui contredit les schémas de l'Antiquité, comme celui de Ptolémée, qui plaçait la frontière sur l'Oxus. Dans ce schéma du XIXe siècle, la rive droite de l'Oxus aurait fait partie de la Bactriane jusqu'au port de fer, d'où l'expression conventionnelle de Bactriane du Nord, qui s'est imposée pour désigner la partie sud de l'Ouzbékistan jusqu'à l'Amoudaria. En même temps, ces historiens du XIXe siècle ont proposé de dessiner un itinéraire d'Alexandre en fonction de cette constatation. C'est l'itinéraire que l'on retrouve dans la plupart des cartes modernes de l'Empire d'Alexandre, et l'on voit ici qu'Alexandre ne serait passé qu'une seule fois par les portes de fer, et le passage de ces portes de fer, selon eux, se serait fait de l'ouest vers l'est. Je saute cette carte qui présente bien la différence qu'il y a eu entre les deux courants historiques qui ont parlé de la vie d'Alexandre. La fouille des portes de fer nous a conduit à revoir cette certitude sur les frontières. Si l'on fait abstraction de la muraille construite bien plus tardivement, donc à l'époque de Tidème, on constate que la paroi originale au moment du passage d'Alexandre est beaucoup plus abrupte à l'est, ici à gauche de l'image, là où il y a le point rouge, qu'à l'ouest. Et c'est donc probablement de ce côté qu'Alexandre aurait été freiné dans sa progression en direction de Samarcande. Je passe ici toute une série d'arguments qui permettent de supposer qu'avant d'arriver au port de fer, Alexandre avait passé par la Bactriane orientale, et je vais me concentrer simplement sur Derbent. Contrairement à ce que montrent les cartes modernes, Alexandre a été contraint de lancer deux expéditions distinctes de Bactre vers Samarcande. La première en 329, qui lui a permis de capturer Bessos, donc l'assassin de Darius, puis d'atteindre la frontière des Scythes sur le Syrdaria pour renforcer donc la frontière contre le monde des Scythes indépendants. Et la seconde expédition, en 328, a été provoquée par la révolte de tous les gouverneurs sogdiens des oasis au nord de l'Oxus. C'est cette seconde expédition de 328 qui va nous intéresser ici. L'analyse des textes permet de retrouver plusieurs coïncidences entre les descriptions liées à la prise de l'une des roches fortifiées par les Sogdiens et la zone de Derbent, telle qu'elle se présente aujourd'hui. D'après mes recherches, il est probable que parvenu au pied du repli naturel qui barrait la vallée conduisant vers Samarcande, et qui était défendu par les Sogdiens, Alexandre a été informé par des espions
de la possibilité de pouvoir contourner la montagne par une gorge secondaire que j'ai signalée ici d'une flèche. À cette époque de l'année, c'est-à-dire au printemps, quand Alexandre arrive à cette roche, la gorge était parcourue par un torrent puissant alimenté par la fonte des neiges. Pour franchir cette gorge, Alexandre pourrait avoir construit une passerelle à l'abri des défenseurs sogdiens qui étaient placés au sommet de la falaise, de la montagne, et de là, il aurait atteint la plaine plus au nord, à peine quelques kilomètres plus au nord, qui permettait ensuite de contourner la montagne et de surprendre les défenseurs sogdiens par l'arrière. Voici des vestiges de passerelles qui étaient encore visibles ces dernières années. Voici un schéma de cette stratégie qui permet de comprendre comment, en 328, donc, Alexandre ne peut avoir franchi les ports de fer qu'en venant de l'est, donc de la droite ici. La ligne jaune que je montre ici à gauche décrit l'itinéraire qu'Alexandre aurait suivi en passant par l'est de la Bactriane pour rejoindre les ports de fer, puis de la Samarcande. Et donc ce schéma contredit celui des cartes traditionnelles telle qu'elle est présentée ici à droite. De ce schéma, on peut alors retrouver dans le paysage la plupart des lieux de bataille qui ont marqué la conquête macédonienne, notamment les célèbres roches, entre guillemets, à la tête desquelles des rebelles locaux avaient tenté de freiner l'avance d'Alexandre. Ces rebelles, bien sûr, doivent maintenant être identifiés au gouverneur ou hipparque qui avait la charge des principales oasis de la Sogdiane. Mais ce qui ressort surtout, c'est que ce nouveau dessin de la route implique que la frontière entre la Bactriane et la Sogdiane coïncide avec l'Oxus. Les textes antiques sont d'ailleurs clairs à ce sujet quand ils disent qu'Alexandre parvient en Sogdiane après avoir franchi ce fleuve. L'analyse des textes montre en outre que tous les gouverneurs auxquels Alexandre a livré bataille sur la rive droite de l'Oxus étaient des Sogdiens et non des Bactriens. Cela suppose que pour la reconstruction de l'organisation géopolitique de l'Asie centrale, il devrait être nécessaire de réviser la dénomination utilisée aujourd'hui. De cette carte où les archéologues étendent actuellement le territoire de la Bactriane à tout l'ensemble du bassin de l'Oxus, je propose une restructuration du territoire de la Sogdiane achéménide et hellénistique où cette région aurait contrôlé les deux flancs de la chaîne de Issar, de part et d'autre des portes de fer. D'après les textes historiques, il convient également de délimiter au nord-est de Samarcande un territoire que j'appellerais City intrafines à l'intérieur des frontières qui était peuplé par des sites sédentaires et qui avait été conquis déjà à l'époque de Cyrus. Si une frontière s'est installée au port de fer, c'est dû au fait que le contexte géopolitique avait subi de lourdes transformations dès le IIIe siècle avant notre ère, quand la pression des nomades a entraîné la chute de Samarcande et a poussé les Gréco-Bactriens, Eutydème donc, a élevé la muraille de Derbent pour essayer de marquer dans l'espace une frontière censée retenir les nomades à distance. Là, je ne vais pas faire de commentaires, donc ce sont les noms des différents gouverneurs sogdiens ainsi que la délimitation de leurs territoires respectifs. Je n'ai fait ici que résumer une démarche qui a été déclenchée par une observation faite sur le terrain et qui a permis, à travers les rares sources gréco-romaines, de réviser une partie importante de la géographie historique de l'Asie centrale hellénistique. Ces cartes constituent donc le résultat de recherches de plusieurs années sur la route d'Alexandre telle qu'elle a pu être reconstituée et qui m'a permis d'entrer dans des détails beaucoup plus puissants sur toute la toponymie de l'Asie centrale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Je me présente, Pierre Le Riche, fondateur et ancien directeur de la mission archéologique franco-ouzbek de Bactriane. Je parlerai ici uniquement de cette géographie historique tout à fait surprenante et je m'étonne simplement que, connaissant ce qu'on appelle la géographie
historique traditionnelle, c'est-à-dire celle qui vaut même pour l'Île-de-France ou la France, etc., c'est qu'en général, une région porte le nom soit de son fleuve, soit de sa capitale, etc. Et ce qu'on constate dans ces cartes très très compliquées que nous avons vues là maintenant, c'est qu'on voit arriver la Sogdiane. Sogdiane, ça vient de Sogd. Et Sogd, c'est la rivière de Samarcande. Et si les anciens ont fait une différence entre la Sogdiane et la Bactriane, c'est très certainement qu'il y avait une frontière, c'était d'ailleurs deux régions différentes, de satrapies différentes de l'empire achéménide. Et voir arriver la Sogdiane de la rivière de Samarcande jusque sur Termèse, et la région de Termèse est celle qui est juste exactement au nord de Bactre, a quelque chose d'un peu surprenant. Bon, je n'insiste pas sur l'absurdité de cette proposition et de cette cartographie très compliquée qui nous a été soumise ici. Nous aurons l'occasion d'en parler à un autre moment. Voilà, pour juste répondre rapidement, c'est difficile de répondre à 25 années de recherche spécialement concentrées sur ce problème. Les confirmations de cette hypothèse sont arrivées non seulement de l'étude des textes grecs, qui établissent la géographie de la région à l'arrivée d'Alexandre, et donc qui reflètent l'état géographique de l'époque achéménide et qui a dû se prolonger également une partie de l'époque hellénistique. Ce qui est venu également pour confirmer cette recherche, c'est qu'on a, à partir du début de l'âge du fer, la diffusion d'une culture de l'âge du fer représentée par une céramique peinte, rouge, que l'on retrouve depuis l'oasis de Tachkent jusque dans le Soukhan-Daria, donc dans le sud de l'Ouzbékistan. Donc on a déjà, à l'époque de l'âge du fer, une région culturelle homogène, et les Achéménides ne font qu'hériter d'une partie de l'organisation politique de la région. Et je tiens quand même à insister que l'analyse des textes, qui est extrêmement complexe, ça donne une carte complexe où on a pu reconstituer toute la toponymie, même par exemple reporter sur Samarcande le nom de Zaryaspa que d'habitude on attribue à Bactre. C'est Samarcande, et de là nous avons également donc pu redéplacer et repositionner un grand nombre de toponymes. Voilà, je ne peux pas insister beaucoup plus sur cela, mais il y a de nombreuses publications qui ont déjà été présentées avec cette argumentation. Je vous remercie. Encore une petite question. Quand vous nous avez montré les espèces de supports qui servaient à remonter le fleuve, vous nous avez dit qu'ils étaient encore visibles il y a quelques années, quoi. Et j'imagine qu'ils ne sont pas à l'époque du 6e siècle du tout, non? Est-ce que vous pourriez nous redire un peu? Je n'ai pas bien compris comment ils avaient remonté le fleuve et ce qu'étaient ces supports. Là aussi, j'ai résumé très fortement. Alors, ce fleuve, c'est un fleuve torrentiel qui dévale de la montagne tous les printemps. Et c'est en même temps, ce canyon, cette gorge, est la seule voie de contact qu'il y a entre le sud de l'Ouzbékistan et une région qui s'appelle Matchaï au nord. Et chaque année, les habitants de la région reconstruisaient une passerelle le long de la falaise en y plantant des pieux avec des pierres pour passer. Là, par exemple, dans la photo, on voyait notre véhicule on était au printemps, notre véhicule avait été bloqué par l'eau qui avait emporté la route.
Donc ces pieux m'ont suggéré l'hypothèse selon laquelle Alexandre aurait probablement fait la même chose. En arrivant face à ce fleuve torrentiel, il aurait fait construire cette passerelle pour longer la falaise. Là, la falaise a plusieurs centaines de mètres de hauteur et il était impossible pour les défenseurs situés au sommet de la montagne d'atteindre les soldats macédoniens. Voilà ce que j'ai répondu. Donc ces pieux que vous avez vus, ce sont des pieux qui étaient reconstruits régulièrement. Maintenant, le canyon a été bétonné avec une route moderne et des ponts. Donc toutes ces structures qu'on a vues dans les années 90 ont disparu aujourd'hui.